Alors, une dernière, hein, mais soyez sur le coup. As-tu une communication à me faire? Oui. Parle. Oui. Ton. Continue. U. Continue. BP. Est-ce que tu dis BP? Non. Est-ce que tu dis ton? Non. Est-ce que tu dis vu? Non. Tu n'as pas de communication à me faire? Non. Tu n'es pas Lope de Vega? Non. Vous comprenez? Ça devient... Mais c'est la France, ça fédère. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture, consacré cette semaine au cinéma, au théâtre, à la littérature, avec Eugénie Bastier, rédactrice en chef des pages Champs libres du Figaro, et Vincent Trémollet de Villers, directeur délégué de la rédaction du Figaro et éditorialiste. Nous allons recevoir en effet un homme qui, au carrefour de ces disciplines qu'il porte à leur sommet, Fabrice Lucchini. Depuis 40 ans, il fait salle comble. 40 ans. Pas une seule fois une représentation de Fabrice Lucchini qui n'ait pas été comble, avec ses lectures bien jadis de Céline, bien sûr, de La Fontaine, de Muret, de Rimbaud, et puis aujourd'hui de Victor Hugo, en ce moment au Théâtre de l'Atelier, à partir d'octobre au Théâtre de la Porte Saint-Martin, mais aussi des lectures de Sioran au Théâtre des Mathurins. Mais on peut aussi voir Fabrice Lucchini en ce moment au cinéma, dès aujourd'hui, avec la sortie de ce film merveilleux de Pascal Bonitzer, Victor comme tout le monde, dans lequel bien, Fabrice Lucchini incarne un comédien qui lit du Victor Hugo tous les soirs au théâtre et qui se voit ébranlé dans sa vie à la fois personnelle et professionnelle par l'irruption d'un groupe de jeunes femmes, dont sa propre fille, qu'il n'a pas vue depuis des années. Ce qui est assez frappant pour lui, c'est que tous les soirs, il lit au théâtre, vous savez, ce passage de Victor Hugo, lorsqu'il évoque sa détresse après la disparition de sa fille Léopoldine. Donc pour lui-même, revoir sa propre fille alors qu'il incarne Victor Hugo ayant perdu la sienne, c'est assez perturbant. C'est un des détails du film, mais Fabrice Lucchini, j'aimerais bien que vous nous racontiez la genèse de ce film, parce qu'elle n'est vraiment pas banale. C'est très malicieux de la part de la regrettée Sophie Filière. C'est que pour Hugo, 1843, comme vous m'avez dit, il a 40 et quelques années, il a 41 ans. C'est la coupure définitive, le drame. À 41 ans, sa fille adorée, la fille qu'il aime par-dessus tout, se noie à Villequier le 4 septembre 1843. Et cette rupture, il faudra des années pour qu'il les mette en mots à Guernesey et qui commence à écrire les plus beaux poèmes sur cette chose inqualifiable qu'est l'horreur. Mais la malice de Sophie Filière, servie honnête, avec beaucoup d'humilité de Bonitzer dans Victor comme tout le monde, c'est que du drame d'Hugo, elle a fait la renaissance de la vie de ce Zucchini. Je dis entre parenthèses que Zucchini, c'est pas du narcissisme où on dirait oh, il s'appelle Zucchini dans le film. Zucchini, ça veut dire petite courgette. Moi, Lucchini, ça veut dire petite lumière. Donc je suis descendu en gamme. Donc je m'appelle Robert Zucchini dans le film. Et c'est le génie, enfin c'est le talent de Sophie Filière qui voulait absolument que dans la vie de ce garçon, de cet homme qui s'appelle Robert Zucchini, qui a pas vu sa fille depuis 24 ans, parce que il le dit de manière bouleversante, quand cet enfant qu'il revoit et qui va être le contraire de la vie d'Hugo, puisque ça va être la retrouvaille, et ça va être là, et on va pas parler de la fin. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment, elle dit, la fille, dans le musée d'Hugo, Guernesey, elle dit, mais au fait, papa, je ne t'ai jamais vu, hein, mais ne me dis pas que ne dis pas que ma mère, c'était un coup. C'était beaucoup mieux que ça. Elle était géniale, ma mère, non? Alors, qu'est-ce que t'as fait? Et Sophie Filière fait dire à Zucchini, mais évidemment que c'était le contraire d'une passade. C'était tellement important que j'ai eu le trac. Le trac? Elle le dit remarquablement bien. Le trac? T'as dit le trac? Et elle est bouleversée. Et là où le drame d'Hugo va créer un écho qui va faire que, ça y est, sa fille va être retrouvée et leur vie va être fusionnelle, puisque, et souvent la question qu'on me pose, y a-t-il un point commun entre votre vie et la vie de Zucchini, au niveau de l'enfant?
Alors, je réponds en général. Répondez, faites Autant les questions et les réponses. allez-y. Non, Jean-Christophe, je préfère le faire et après, je Bien me tais. sûr, bien sûr. Je me tais. Moi, j'ai pas été un bon père, comme dirait Claude Berry. Quand on est un bon... Claude Berry disait, est-ce que vous avez été un bon père? Il répondait, non, j'ai été un très bon enfant. Et quand on est un bon enfant, on n'est pas un bon père. Moi, j'ai été un très, très bon enfant. J'ai été un très bon fils. Et quand on est un très bon fils, donc j'ai pas été bon et je suis devenu un père correct dans la vie de ma fille réelle Emma Lucchini quand elle avait 13 ans. Je suis devenu correct et même pas nul. Alors que là, dans le film, c'est vraiment un père inconséquent qui n'a qu'un objectif, c'est Hugo, et maintenant j'arrête de faire les questions. Alors on va regarder la bande-annonce pour encore compléter avec cette actrice qui joue votre fille, qui s'appelle Marie Narbonne, et d'autres comédiennes formidables. Regardez la bande-annonce. Victor comme tout le monde. Oui, bonjour madame. C'est ma nièce, Éponine. C'est merveilleux de s'appeler Éponine. Oui, je sais. C'est une meuf dans Les Misérables. Vous êtes revenu voir le spectacle? Nous aussi, on travaille sur Hugo. Vous travaillez sur Hugo? Oui. Faut vous reposer, monsieur Zucchini. Il va vous bouffer, votre Victor Hugo. J'aime que ça. C'est quoi votre vrai nom? Ange Luciani. C'est difficile, hein? On est d'accord. Il y a votre fille qui est venue. Mais enfin, fallait la retenir, chevalier. Je savais même pas que vous aviez une fille. C'est aussi à elle de prendre contact, enfin. C'est un peu ce qu'elle vient de faire, non? Je pourrais peut-être essayer un texto. Ou une photo. Vous êtes dingue. Ou un vocal. C'est quoi un vocal? Mais Mabrouk! Tu t'es sérieusement dit que pour mes 4 ans, fallait absolument m'envoyer les contemplations? Là, j'étais vraiment pas au point. C'est souvent qu'il fait tout dans le désordre. T'es sûr que ça va? Je m'inquiète. Mais t'es caté, mon amour, t'es caté. Pourquoi t'es parti? J'ai eu un trac comme jamais. Le trac. T'as pas peur, en fait, de te retrouver avec elle? Tiens, viens voir. C'est Léopoldine qui est morte à 19 ans. Une colombe et moi, longtemps nous nous aimâmes. Maintenant, je sais l'art d'apprivoiser les âmes. Victor comme tout le monde de Pascal Bonitzer en salle dès ce mercredi. Eugénie, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? J'ai adoré, évidemment, et puis surtout, c'est un film qui arrive à laisser la place à deux génies, celui de Fabrice Lucchini et celui d'Hugo, qui est finalement très présent dans le film. On lui laisse une belle place. Il y a vraiment une... c'est pas démonstratif, mais c'est comme une ombre qui plane dans tout le film, et c'est vraiment très réussi. Et j'aime bien aussi le dispositif du film, qui est votre rencontre avec ces 3 jeunes femmes qui font une pièce de théâtre sur Hugo, sur les femmes d'Hugo. Il y a un peu un clash des générations, on va dire, avec le vieux mâle blanc, pour le dire de façon caricaturale, et les jeunes qui sont un peu féministes woke, qui disent Hugo, quand même, avec ses femmes, il n'a pas été très sympathique. Ouais. Est-ce que vous pensez que Victor Hugo, aujourd'hui, il serait cancel, comme on dit, ou annulé parce qu'il avait quand même un comportement avec les femmes, c'est vrai, pas génial. Remarquable question d'Eugénie Bastier, mais ça c'est normal. Eugénie Bastier, je vais vous répondre. D'abord, soyons un peu historiques, puisqu'on a Buisson près de nous. Qui a commencé le drame affectif? C'est pas du tout, c'est pas Hugo. Hugo était fou amoureux, on va le faire rapide, hein. Il est fou amoureux de sa femme. Adèle. Il la connaît à 14 ans. C'est une histoire merveilleuse comme seule pouvait anti-moderne. Il tombe amoureux à 14 ans et il se marie à 20. Il n'a jamais connu de femme. Il est vierge. Elle n'a jamais connu d'homme. Et quand je parle de ça, souvent, je sens un blanc partout parce que, il n'a pas connu de meuf avant? Non. Et elle n'a pas connu de cum. Rien. Ils font l'amour, ils se marient, et là, ils vont faire l'amour. Et on parle, effectivement, d'une vitalité un peu démesurée de la part d'Hugo, puisque les biographes parlent de 9 à 12 ou 13 assauts. C'est énorme. Enfin, c'est même abstrait pour nous, parce que 13 fois, même à 20 ans, ça semble très éloigné de nos compétences. Mais il était comme ça, sans vouloir citer Céline, c'était un tracassé du périnée. Ça, c'est clair, sans le réduire. Et quand elle en a eu marre assez vite après les enfants, et elle a dit, écoutez, Victor, maintenant c'est complet, la chambre à coucher. Stop, vous allez dormir dans le bureau. Moi, je peux plus. Elle a mis un panneau sur la porte de sa chambre. Oui, c'est moi qui invente ça. Ici, c'est complet. Mais c'est pas exactement ça. Mais elle n'a plus voulu de relation physique. Le pauvre est quand même accablé parce qu'il aime cette femme et lui, l'amour et le sexe
est uni. Il est pas du tout pervers ou séparé comme un Proust. Il est assez rural, Hugo. Il ne sépare pas comme les élaborés, les Huysmans, les Proust, le sexe d'un côté, l'amour de l'autre. Il mélange tout, lui. Boum. Et là, c'est l'horreur. Et puis, après, très vite, il s'aperçoit qu'elle tombe folle amoureuse de son meilleur ami, le théoricien Sainte-Beuve, qui va devenir Sainte-Bave sous la plume de Victor Hugo. Et là, c'est quand même l'horreur. À partir de là, il va rencontrer Juliette Drouet dans une répétition de théâtre. C'est une bombe atomique. Elle est sensuelle comme personne. Quand elle parle au théâtre, les gens disent c'est plus une actrice, c'est une apparition. Elle est sublime. Et là, il va avoir une relation de 50 et quelques années. Il va lui dire je ne divorcerai jamais. Alors maintenant, est-ce qu'il serait, comme vous allez dire, redites-moi... cancelled. Oui, parce que vous vous rappelez que dans le début du film, il va voir ce théâtre où il débute, parce que dans sa vie d'obsédé d'Hugo, il y a... il va à la boulangerie comme tous les matins manger son pain au chocolat et la dame lui dit tenez, on m'a laissé ça pour vous, c'est quoi, un journal, Le Figaro, et il dit il faut que vous lisiez les décès. Il va sur un banc, Zucchini, il voit madame etc. est morte, il sait plus où elle en est. Il appelle sa femme en WhatsApp, en machin, je sais pas comment ça s'appelle, en WhatsApp, en Fast Times, en WhatsApp. Et elle dit regarde ce que j'ai reçu. Il essaye de lui montrer au téléphone. Non mais là je vois pas. Lui dit aller en Amérique. Et puis il dit ben voilà, madame est morte, etc. Et ben c'est ma fille qui a dû me laisser ça à la boulangerie. Et ben tu vas aller la voir. Ben, pourquoi? Il est tellement démuni dans la vie. Ben écoute, c'est un appel. Va la voir. Elle travaillait pas dans un théâtre un peu où tu as commencé, le Perroquet Bleu? Non, le Toucan Blanc. Moi, j'adore ça, le talent de Sophie Filière. Elle travaillait pas dans un petit théâtre, le Perroquet Bleu? Mais non, le Toucan Blanc. Tu vois, c'est comme le bonheur de jouer Yasmina Reza, le bonheur de jouer Sioran, le bonheur de jouer Céline, le bonheur de jouer Hugo. C'est les dialoguistes en plus. C'est des grands dialoguistes, tous ces êtres humains. Et Sophie Filière avait un grand sens du dialogue. Je vais essayer de vous répondre rapidement. Mais j'y arrive, petit à petit. Mais je contextualise. Je ne peux pas balancer. Bon, et là, donc, il arrive. Et puis, il découvre que c'est là qu'il a commencé. Il y a 40 ans. Une toute petite salle, 125 places. Et tout d'un coup, une fille comédienne sort totalement nue et lui il fait ah tiens alors il fait ça, j'adore ça. Il fait ça comme dans les films de Guitry, tu sais. Il y a dans un film de Guitry qui s'appelle Le Nouveau Testament. Il y a Guitry qui est dans une très très belle voiture à Place de la Concorde. Je vais essayer de retomber sur mes pattes. Il est à la Concorde et puis tout d'un coup il fait tiens, il voit sa femme avec un jeune homme. Il fait tiens et on voit le couple en face qui fait ah. Alors la femme dit il nous a vus, mais non puisqu'on a fait ah. Alors c'est un peu la même scène, je me suis nourri de ça pour jouer ça, et je fais ah. Enfin, je fais pas ah, mais je fais ah. Et je lui dis, mais allez, enlevez vos mains. C'est sûr, parce qu'elle est complètement détendue, toute nue. Il faut dire que le corps est sublime. On n'a pas le droit de le dire. C'est enfin, Suzanne Debec, il faut donner son nom quand même. C'est Suzanne Debec. C'est Suzanne Debec. Et elle n'a pas du tout fait des heures de psychanalyse pour dire est-ce que je me mets nu. C'est pas moi qui l'ai demandé, moi. Et moi, je suis terrorisé. Et tu sais, maintenant, et alors, figurez-vous, qu'est-ce qui se passe? Il fait, vous êtes sûr que... Oui, vous pouvez y aller. Elle a remis sa robe. Elle dit, je vous connais, vous. Oui. Elle s'en va pour s'en changer et il dit cette phrase que j'adore. J'ai rien vu, J'ai rien regardé. Vous n'allez pas me mitouiser. Voilà. Ça n'a l'air de rien, mais ça, c'est des dialogues de Sophie Filière. Alors, pour arriver maintenant à la réponse de Génie Bastier, oui, je passe par tout ça pour dire que, incontestablement, le talent de Sophie Filière et de Bonitzer, c'est d'avoir créé, moi, ça m'a tout de suite intéressé, là. C'est pas idéologiquement que ça m'intéresse, mais je trouve ça formidable qu'il y ait une bande de jeunes qui crée un conflit avec le vieux, incarnant la tradition. Donc, qui dit opposition, dit situation, dit jeu, travail et cinéma et théâtre. Et là, je dis, c'est extraordinaire, Hugo. À chaque fois parce qu'elles viennent le voir au théâtre, mais au lieu de l'admirer, elle ne l'admire pas tellement, parce que lui, il n'arrête pas de théoriser en sortant, quelle merveille, cet Hugo, parce qu'il est obsédé.
Et après, je vous ferai un petit secret. Il aimait tellement les femmes. Et tout d'un coup, une fille merveilleuse, mais je ne voudrais pas mal dire son nom, c'est Louise Horry Diquero, que j'adore. Eh bien, elle dit oui, il aimait les femmes, c'est un gros queutard, oui. Ouais. Queutard. Vous dites que Hugo est un queutard. Bah oui, c'est un queutard. Mais vous êtes très réductrice. Queutard. Bon, donc c'est très bon au niveau du dialogue. Pourquoi ? Alors, je dirais maintenant qu'à notre époque, Hugo, ça passerait pas. Non. Sauf que la statue est difficilement déboulonnable. Contre la peine de mort, un des premiers théoriciens. Je me trompe ? Non. En tout cas, bon. Découverte que les océans allaient envahir complètement la côte de l'Ouest. C'est le mec très régional, tu sais, le mec qui aime bien son pays, très franchouillard. Mais il avait écrit 150 pages, figurez-vous, pour dire que si on ne fait rien, il n'y aura plus aucune plage entre Biarritz et Brest. Le mec, en 1830, ou 20 ou 40, là, j'ai pas de détails, il raconte le drame de l'envahissement de l'océan. Bon, c'est pas ça qui empêcherait les filles de dire c'est une saloperie. Mais passe de droite, royaliste, à gauche, républicain. Il est condamné à mort par Napoléon III. Je ne savais pas, mais il a été condamné à mort. Alors qu'un mois ou deux avant, il était reçu par Napoléon III. Je vous conseille une merveille dans Chose Vue, le premier dîner de Napoléon III. Il invite Hugo. Hugo dit, un monsieur est venu, très guitry, tu vois, un monsieur est venu m'apporter un billet. Et malheureusement, ils se sont plantés. Il n'y avait pas marqué Victor Hugo, il y avait marqué machin, machin. L'autre fait, non, ça n'est pas... Alors, je te le fais à la guitry, mais c'est pas guitry. Et il fait, Hugo fait très merveilleux, il fait, ça, c'est pas pour moi. Il le redonne. Et il dit, non, vous vous trompez. Ah bon, une demi-heure après, le mec dit, on s'est trompé, mais vous êtes attendu. Hugo s'en va à l'Élysée. C'est le premier dîner de Napoléon III. Il débarque à l'Élysée, on lui dit, ils sont en train de dîner. Hugo repart, presta. Il dit, ah non, mais ça, vous ne me faites pas venir, c'est des gens qui ont commencé à dîner. Et là, ah non, mais Napoléon III a dit que quoi qu'il arrive, il aime bien manger tôt. Espèce de mec de l'armée, de je sais pas quoi, un mec qui est habitué à des rites. À 7h moins le quart, il est en train de becter. Tu sais, il y a des gens à qui tu dis, tu venais dîner, oui, venez vers 6h30. Tu dis, oh putain, tu me diras, ça va être un apéro. Ça va être un apéro qui va durer 1h30, je vais crever. Non, alors tu dis, vous êtes sûr, vous mangez à 7h moins le quart. À 7h30, vous êtes libéré. En même temps, ça m'enthousiasme. Parce que je peux rentrer très tôt. Je me fais BFM, la même histoire, la fausse alerte permanente. Comme dirait Nietzsche. Mais la fausse alerte permanente devient moins fausse alerte. Mais Hugo Napoléon III, il décrit le premier dîner. La vulgarité du décor. Les femmes autour d'Hugo. Ce qui me fascine, Eugénie, Jean-Christophe, et vraiment, hein, je vous le dis, et je suis heureux que Vincent soit là aussi. On est tous là, presque une espèce de... sorte d'équipe. Équipe socialiste, presque, qu'on se tutoie. Et quand Brézet va s'apercevoir qu'on est dans une espèce de... Alors donc, je voulais vous dire... Donc, non mais je reviens quand même à ce que je voulais dire. Et il décrit la vulgarité. Il décrit qu'il y a deux femmes. Ce qui est impressionnant à cette époque-là, c'est incroyable à quel point les femmes étaient quand même objetisées. C'est incroyable comme elles étaient prétexte pas à fantasme sexuel uniquement, mais à idéalisation, à le sens de la vie, c'est la beauté des femmes. Alors on comprend l'époque actuelle qu'on a ras-le-bol d'être chosisé ou tout au moins objectivé dans un espèce de... Tu sais, quand Baudelaire dit... tu sais, Proust dit que pour lui c'est un événement majeur dans la littérature. Il y a un poème sublime, je ne vais pas vous le faire, on n'a pas le temps, mais comme je dois aller à France 2, non, on verra, mais en tout cas, j'aurai jamais le temps, donc je vais en profiter. Donc, à un moment, il dit bientôt nous plongerons, je vous le fais pas, dans les froids de ténèbres, adieu vive clarté de nos étés trop courts. J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant sur le pavé des cours. Et il dit cette phrase merveilleuse, Baudelaire dit, tout l'hiver va rentrer dans mon être. Colère, haine, frisson, labeur dur et forcé. Et comme le soleil dans son enfer polaire, etc., mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé. Il raconte l'horreur de l'hiver. Et puis tout d'un coup, il y a rupture, et Proust dit, on n'a jamais vu ça nulle part, et dit, j'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre, douce beauté, mais tout aujourd'hui m'est amère,
Et rien, ni votre ni l'âtre, j'oublie un mot, ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer. Et il dit cette phrase Baudelaire. Et pourtant, aimez-moi, tendre cœur, soyez mère, même pour un ingrat, même pour un méchant. Amante ou sœur, soyez la douceur éphémère d'un glorieux automne ou d'un soleil couchant. Courte tâche, la tombe attend. Elle est avide. Oh, laissez-moi mon front posé sur vos genoux, goûter en regrettant l'été blanc et torride de l'arrière-saison, le rayon jaune et doux. Ça veut dire que Baudelaire, Hugo attendent des femmes. Tu te rends compte, soyez mère, même pour un... Mais maintenant, une meuf actuelle dirait « Mais tu vas te barrer de là, toi, soyez mère !» Il n'y a pas marqué « maman, hein casse-toi, t'as pas d'autonomie, t'as pas d'identité, va au boulot !» Mais qu'est-ce que tu dis ? Soyez mère, même pour un ingrat, même pour un méchant, amant ou sœur, soyez la douceur éphémère d'un glorieux automne. J'ai pas envie d'être un glorieux automne. Fais la vaisselle. Bon, t'imagines le mec qui rentre du boulot ? Soyez mère, même pour un ingrat, même pour un méchant. Tu t'es occupé des mômes ? Non, mais soyez mère, j'ai dit. Même pas. Eh ben, c'est pas toi le gosse. Pourriture. Bon. Comment vous dire ? Il y a au 19e, incroyable. Et dans ce portrait de Napoléon III, il décrit deux femmes. Il dit qu'il y en a une qui est très ingrate et il ose le dire. On ne pourrait pas dire ça. Et l'autre est sublime. Il parle que sa gorge est merveilleuse. Il ne dit pas là, une belle robe, tu vois, mais il dit la gorge est sublime, tout ça. Et dans Montsioran, quand Madame du Défend décrit sa grande copine, Madame de comment elle s'appelle Madame... Comment ? D'Aiguillon. La duchesse d'Aiguillon. Oui, la duchesse d'Aiguillon. Ben, attends, parce que j'ai tellement de trucs dans mes neurones que à la gorge en fond, la bouche la bouche de travers, le regard fou et hardi, et ça c'est sublime. Et malgré cela, elle est belle. Tu vois, c'est le génie français, la nuance. Le public a tendance à dire ouais. C'est pas à charge. Son visage a beaucoup de son esprit a beaucoup de rapport à son visage. Il est aussi éclatant, etc. Donc ce génie du portrait, ça a évidemment diminué. Mais ce qui me frappe, c'est que la femme n'est plus vécue dans notre 21e siècle comme ce truc sublimisé. Alors, pour répondre à Bastier, vous voyez un peu les rôles que j'ai faits, eh bien, je pense que les femmes diraient, j'ai pas du tout envie d'être vécue comme Hugo, comme une personne sublime. Et une autre répondrait, puis Baudelaire qui dit, soyez mère, rien à foutre. Je t'emmerde. Elles l'ont aimé, elles l'ont beaucoup aimé. Baudelaire ? Elles l'ont beaucoup aimé. Hugo, ouais. Oui. Alors, il était très beau avant d'être cet homme merveilleux du Figaro hors série. Parce que là, c'est vraiment le Hugo sublime. Ouais. Je conseille le portrait de Jean Caux. C'est absolument sublime. Ça, vous vous rendez compte ? Et il y a Jean Caux qui fait un portrait d'Hugo en parlant de l'œil droit et de l'œil gauche, en disant qu'il y en a un qui est gentil et un œil qui est très très méchant. Et à un moment, il explique que la bouche va sortir des milliers de vers. Bon, tout ça pour vous dire que lui, par contre, je veux pas le sauver, mais il n'était pas c'est pas un coup, hein. Il s'occupe, Juliette Drouet, elle avait des dettes énormes, elle était vécue comme une comédienne, ça veut dire un peu, t'as compris ? Enfin oui, à cette époque-là. Donc les critiques faisaient des bons papiers que si elle couchait, dès qu'elle couchait plus, ils l'ont démolie. Ça a bien changé, hein, vous savez, Fabrice. Ah oui, ça a changé, parce que tu peux coucher avec... Enfin, moi ça m'arrive pas, parce que j'en reviens pas. Moi, j'ai des bons papiers sans coucher avec personne. Même dans l'IB. Vincent Trémollet de Villers. Dans ce très beau film, vous parliez de nuances du portrait. Il y a un portrait donc de Robert Zucchini qui est une partie de vous. Et il y a une chose qui est tout à fait frappante, qu'arrive à montrer Pascal Bonitzer, c'est l'émotion très pudique mais réelle qui vous traverse quand vous êtes sur scène. Et cette émotion, quand on va vous voir dire Hugo ou Sioran, elle transparaît aussi, peut-être plus qu'avant. Comme si vous preniez la mesure du miracle de cette rencontre avec les grands textes, avec le public, qui dure maintenant depuis des décennies. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que cette émotion est plus présente ? Alors,
c'est très. Je m'observe avec vous. C'est évident que pourquoi j'aime la chose écrite, parce qu'elle me canalise. Vous voyez, quand je suis en roue libre, comme je suis avec vous, parce qu'on est en amitié, on est au PS. Et alors donc, on est en amitié, et en amitié, ça part un peu dans toutes les directions. Et ce métier que je vis, sans être excessif, pas de manière janséniste, mais quand même, Saint François de Sales, livre de Chevet de Jouvet, le christianisme, c'est-à-dire la haine du moi, que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures, Blaise Pascal. Et Jouvet qui est venu dire aux comédiens, vous êtes des paquets de merde, mais moi, je vais vous donner une solution pour vous sauver. Cette solution, c'est de disparaître, apparaître et disparaître. Et quand je me vois avec vous en amitié, je le répète, je vois que je pars dans toutes les directions. Et au théâtre, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a la structure écrite. La structure écrite me fait du bien. Parce qu'elle elle met de l'ordre dans un chaos intérieur assez pitoyable. Et donc, elle met de l'ordre. Alors maintenant, quand vous me dites ce que Sophie Fillière a voulu, petit détail, vous vous rendez compte que je ne jouais pas Hugo quand le film a été écrit. C'est-à-dire qu'elle est venue à une lecture qui n'a rien à voir avec le spectacle qui s'est construit. Jean-Marc Ovas, grand spécialiste de Victor Hugo, m'a demandé de faire en 3 semaines un vieux truc sur Hugo. Je dis, mais je suis pas prêt en 3 semaines, il me faut 2 ans pour faire, si c'est pas 3. Vous l'aviez déjà lu, Hugo, quand même, il y a oui, j'ai dû lire du Hugo dans ma vie en tant qu'élève comédien. J'ai appris Ruy Blas. Mais voyez, regardez, ayez quelques pudeurs. L'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur. Tout s'en va. Nous avons depuis Philippe IV perdu le Portugal, le Brésil sans combattre. En Alsace, Brisac, Stanford en Luxembourg et toute la comté jusqu'au dernier faubourg. Le Roussillon, Ormuz, Goa, 5000 lieues de côte et Fernambouc et les montagnes bleues. Mais voyez du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous regarde en riant. Comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme. La Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. Rome vous trompe et j'adore ce vrai. Il ne faut tant de gars. Je me rappelle plus parce que ça fait. Il y a 40 ans. Oui, il y a 40 ans. Mais bon appétit, messieurs, sublime, au mini. Bon, donc, je lui ponds un peu de Ruy Blas, et puis je vais abandonner, parce que bon, c'était à la maison Chateaubriand, complètement conquis par Philippe Muret, parce qu'ils avaient installé les gens sur des bottes de paille. C'est-à-dire qu'au lieu d'être assis, mais il faut que je vous raconte, j'ai fait une avant-première à Versailles. Versailles, l'incarnation du XVIIe, la liberté au milieu de la contrainte, Molière, La Fontaine, Corneille, Dorante, asseyons-nous, le trop de promenade me mettrait hors d'haleine et me ferait malade. Et le père dit que l'ordre est rare et beau de ces grands bâtiments, il parle du Palais Royal. Paris semble à mes yeux un pays de romans, j'y croyais ce matin voir une île enchantée, je la laissais déserte et la trouve habitée. Ça c'est Corneille, le héros de Peggy. Eh bien, figurez-vous que si je me retrouve là-dedans, dans tout ça, je vais essayer. Pourquoi je dis ça ? Quoi ? Versailles, oui, j'arrive à Versailles. Oh ben là, j'étais perdu. Faut dire que je dors peu. Ce lancement c'est énorme. On croyait sortir un petit film d'auteur. Ben, il y a eu une telle demande autour de Sophie Fillière et de Bonitzer que bon, ben, j'ai essayé d'assurer ce service après-vente, mais qui me déplaît pas parce que c'est le bonheur d'abord le mec très démago, de vous retrouver, parce qu'ensemble, complètement fusionnel pour un Paris moderne. Alors donc, non, attendez, j'ai pas le droit. Et surtout, eh bien, j'arrive à Versailles, fou de bonheur, la beauté, et je vois une pizza qui s'appelle Juste un kiff. Juste un kiff à Versailles. Je me suis dit, on est foutu. À Versailles, le temple de l'élégance, le temple de la ville de notre ami François-Xavier Bellamy, le temple de la culture, le temple de l'enseignement, le temple du 17e, là où je vais jouer ce soir à l'opéra de Versailles. Et je vois juste un kiff. Vous imaginez ? Juste un kiff. Il y a toute l'époque. Juste un kiff. C'est mauvais. Un kiff déjà, c'est effrayant. J'ai kiffé, t'as kiffé, j'ai kiffé. Hein, tu vois, par rapport à Madame Dudéfend, hein, t'as kiffé, j'ai kiffé. Allez, juste un kiff. C'est bon, juste un kiff. Un kiff.
T'as kiffé vraiment, j'ai kiffé. Juste un kiff, oui, t'as kiffé. Hein? N'importe quel homme argumenterait. Pizza, je ne veux pas attaquer le malheureux monsieur du là, juste un kiff. C'est une énorme pub, là. Hein, je lui fais de la pub, ça. Il paraît que la pizza est très bonne, le mec qui se rattrape. Mais il aurait pu écrire, je ne sais pas, variété des pouilles. Tu vois, les pouilles, j'aime beaucoup ce nom. Et spécialité italienne, d'ailleurs, Vincent Trémollet-de-Villers est parti en Italie le tester. Il est revenu plein de saveurs dans la bouche. On doit annoncer au Figaro que monsieur Vincent Trémollet-de-Villers est parti aux pouilles pour tester la pizza. Bon, ils auraient pu écrire. On a testé la pizza aux pouilles. Bah, juste un kiff. Ça veut dire, allez, on se prend pas la tête. Tu vois, tout le but, c'est on se prend pas la tête. Un diabolomande, pas de souci. Parce que j'ai fait une émission de radio qui a eu un écho puisque je raconte l'éthique du langage. Mais il y en a un autre que je peux pas supporter, que je vous dis, c'est Bel été. Il peut me rendre fou. Nous sommes dans une structure, mais pas que. Ça, c'est formidable. Hein. Nous sommes dans une structure humaine, mais pas que. Et puis, j'en ai un que j'adore aussi. Alors, le pas de souci, c'est le numéro 1. On va pas se mentir. On est au Figaro. Hein. Ah ben oui, ça, à moins d'un dingue qui dit on est chez Libé, on est... Non, on va pas se mentir. Bon, après, il y en a plein. Alors, figurez-vous que je fais cette émission le dimanche, parce qu'on me demande de faire des émissions. J'ai beau en dire non à beaucoup, mais il faut en faire quelques-unes. Ne vous pas que je me lance sur ce problème des mots, et ce truc enflamme la toile. Enflamme la toile. Vous enflammez la toile? Oui, mais pas que. Mais bel été. Ou alors, prenez soin de vous. Mais de quel droit tu me dis prenez... Mais je n'ai pas à prendre soin de moi. Enfin, c'est pas à toi de me le dire. Bonne continuation d'appétit. Bonne continuation d'appétit. Mais alors là, on est plutôt... Alors encore là, ça va. On est plutôt sur un chardonnay où on sent la pigmentation d'un terrain. Bon, il y a plus de pinard qui se vend d'ailleurs en ce moment, mais voilà. Donc, mais c'est pas si... Oui, vas-y. Les mots d'Hugo. Les mots d'Hugo. Quels mots? Les MAUX ou... Non, qu'est-ce que vous retenez les mots de Hugo que vous opposez justement au tic de langage de notre époque contemporaine? Ah, ça c'est génial. C'est exactement pourquoi ce film a osé une chose hallucinante, de manière inattendue, de manière transgressive. On a dit des poèmes, on va dire demain dès l'aube au cinéma. Les producteurs terrorisés, tu vas dire de la poésie, mais vous êtes des cinglés, vous êtes des ordures. Non, on va dire, on n'a pas d'ambition, on veut pas faire trop d'entrées, on va dire des textes, mais pas, on va pas prendre la tête aux gens, c'est juste un kiff. Mais on va dire des mots. Eh bien, voilà exactement pourquoi Hugo nourrit le comédien et tous les comédiens comme aucun autre nourrisse. Quand vous dites la respiration de Bose qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse, t'as la variété de toutes les couleurs. Je sais pas comment il fait, La richesse des voyelles, c'est... il n'y avait pas de feu... attends, Bose... oui, voilà, je sais plus, il y en a tellement, mais... Voilà, ce que je veux dire, c'est que les mots d'Hugo, c'est comme si... Le langage était menacé avec ses tics, qu'on prend avec humour, parce que Molière en aurait fait des choses merveilleuses. La Fontaine. Eh bien, Hugo, pourquoi on dit beaucoup... La parole politique est très démonétisée. Ou alors... La parole du journaliste est très, très dévitalisée. Vous êtes d'accord? Il y a un vrai problème de démocratie, oui. Pourquoi? Parce que la parole de l'élite est... Mais moi, je répondrais, comment ça se fait que la parole de Victor Hugo n'est pas dévitalisée? C'est ça, parce que ça fait 2 ans et demi que vous jouez ces salles combles. On ne sait pas si le film va faire un carton, mais je pense qu'il va très bien marcher. Ça veut dire que les gens ont besoin de ces mots-là. Avec un rejet de la part des producteurs de cinéma, vous êtes dingue, vous n'allez pas faire ça. C'est pour ça que j'ai été obligé de le produire modestement, parce que les gens n'en voulaient pas. Les gens ne voulaient pas de ça. Les gens, les décideurs, je ne vais pas dire de nom, pensaient que c'était pour les gens d'un très bon niveau social et que ça élevait, ça rejetait les gens. Très Bourdieu, c'est-à-dire la culture n'est faite que pour la bourgeoisie. Je ne sais pas, peut-être ils ont raison, peut-être qu'on va faire un énorme bide. Bon, moi, j'ai la chance d'être... Ah non, ils ont tort, c'est un film qui n'est pas du tout intimidant.
Il n'est pas intimidant. Pas du tout. Ouais. Et qui, justement, met Hugo à la portée de ceux qui le retrouvent et qui le connaissent, mais de ceux qui vont le découvrir aussi et qui ne l'ont pas lu depuis l'école. La réaction a été on ne doit pas s'adresser à une certaine classe sociale. Ouais. Eugénie. Il y a un passage dans le film et dans votre pièce qui est absolument génial, c'est quand vous parlez des tables tournantes et de Victor Hugo. Vous le mettez dans le film et c'est évidemment très drôle. Comment vous expliquez qu'un tel génie comme Victor Hugo ait pu s'adonner à cette pratique quand même assez niaise du spiritisme et des tables tournantes? Comment on l'explique? Eh ben, tout de suite, je vous réponds que c'est grâce à ça. Alors, je vais faire l'avocat d'Hugo. Grâce à ce que vous appelez niais, il a fait la légende des siècles. C'est d'être beaux endormis. Il faut lire Philippe Muret, un livre qui s'appelle Le 19e siècle. Il dit c'est pas intéressant de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Peu importe. Peut-être que c'est en Hugo qu'il y a Shakespeare. Évidemment, j'ai trahi Hugo puisque je dis au théâtre ce qu'il a écrit. Et c'est vrai que... Dans le livre des tables. Dans le livre des tables, où il a écrit 325 expériences. Donc, on se dit, quand il dit « Qui est là ?» La table répond Molière. Il y a toute la famille, hein. Il y a Vacry, il y a tous les potes, il y a les enfants. Ils sont tous là. On est en février à Jersey. Jersey, c'est pas gai, hein, en février. C'est très gai en mars, mais en février, ça rigole pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Et ils sont là. Et bon, on lui propose de faire le spiritisme pour se mettre en contact. Et ça répond à votre question, Eugénie, avec Léopoldine. Car la femme, la meilleure amie de la famille, Delphine de Girardin, mais qui s'y connaît pas mal, Delphine de Girardin arrive le 4 septembre, 10 ans, jour pour jour. Après la mort de Léopoldine. Exactement. Et elle dit à Hugo, je peux te mettre en contact avec ta fille. Là, il y a un immense respect qui s'impose dans tous, c'est ce que je dis au spectacle et qui est dans le film. On ne peut pas juger. Mais on ne saura jamais ce qu'il a eu comme rencontre. Puis alors après, évidemment, il s'y adonne de manière frénétique, tous les soirs à 11h. Et à un moment, qui est là? Vous allez voir, Molière. Bon, pas mauvais, comme première rencontre, ils n'ont pas BFM, mais ils ont Molière. Qui est là? Molière. T'as une communication à me faire? Oui. Bon, on t'a préparé des questions. Est-ce que tu peux y répondre? Silence. La table est immobile. La table ne bouge pas. Et on entend à la fin, Charles est fatigué, peux-tu revenir à 9h la semaine prochaine? Oui, dit Molière. Bon, on ne sait plus où on en est. Et le chef-d'œuvre du chef-d'œuvre, celui qui a bouleversé ma vie, c'est qui est là? Lope. De Vega? Oui. As-tu une communication à me faire? Lope de Vega, j'ai appris par Philippe Lançon que c'est le Hugo espagnol du siècle d'or, avec une même fécondité de création. Parce que moi je disais Lope de Vega, et gentiment il m'a mis un SMS pour me dire on dit pas Lope, on dit Lope. Alors maintenant je dis Lope. Puis je vous raconterai aussi pourquoi les universitaires me disent tu ne dois pas dire Ur, mais Our. Tu vois, tout reposait dans Ur et dans Gérimadet. J'ai des lettres de 175 pages avec toute l'encyclopédie de la Mésopotamie, en disant nous avons adoré, mais il y a une faute inacceptable. Je dis qu'est-ce que j'ai fait? On ne dit pas Ur, on dit Our, et depuis je dis Our. Hein, tout reposait dans Our et dans Gérimadet. Et pour en revenir, donc, alors qui est là? Lope de Vega? Oui. As-tu une communication à me faire? Ça a bouleversé ma vie, ça. Oui. Hugo dit parle. La table dit ton. Continue. Vu. Continue. BP. Est-ce que tu dis BP? Non. Est-ce que tu dis ton? Non. Est-ce que tu dis vu? Non. T'as pas de communication à me faire? Non. Tu n'es pas Lope de Vega? Non. Oui, le grand Hugo, mais sans le faire exprès, il est génial même là. Et surtout que maintenant, il y a 700 personnes, 600 à l'atelier et 1000 bientôt à la Porte Saint-Martin qui répondent. As-tu une communication à me faire? T'entends? Oui. Parle. Ton. Continue. Vu. Continue, vous allez voir, on peut même le faire là. Vous y êtes? Vous y êtes ou pas? Mais soyez sur le coup, hein. On est beaucoup moins nombreux. Hein. As-tu une communication à me faire? Non. Non, mais c'est oui. Oui. Bon. Alors, une dernière, hein, mais soyez sur le coup. As-tu une communication à me faire? Oui. Parle. Oui. Ton. Continue. Vu. Continue. BP. Est-ce que tu dis BP? Non.
Est-ce que tu dis ton? Non. Est-ce que tu dis vu? Non. Tu n'as pas de communication à me faire? Non. Tu n'es pas Lope de Vega? Non. Vous comprenez? Ça devient... Mais c'est la France, ça fédère des... Et dans le film, elle a eu le génie, ça c'est Yves Angelo qui a eu une idée géniale. On n'avait pas directeur de la d'argent. photographie. On n'avait pas d'argent. Il fallait faire 3 soirs avec le public. Mais 1000 figurants, ça revient à 270 000 €. C'est à peine ce qu'on avait pour faire le film. Donc on va faire comment? Et Angelo a dit, mais on va filmer quand ils sont là et on va demander la permission. Ah, Donc de j'ai filmer demandé... le vrai public. Mais j'ai demandé au public, emmenez pas la maîtresse, parce que si dans le film, la meuf, elle dit, mais que t'étais avec qui? Mais ma secrétaire, bon. Résultat, on a filmé 3 soirs. On a filmé 3 soirs. Et on a eu 3600 figurants gratuits. Et je les remercie. Je les remercie parce que grâce à eux, ce petit Victor, comme tout le monde... Alors, ça n'est pas du tout du théâtre filmé, je dis toute la... Ça a pas... Le film est une vraie fiction. Mais... Comme Zucchini, que je joue au théâtre, eh bien évidemment, on joue dans le théâtre où je joue. Et oui, mais vous savez que depuis que je fais... Vous savez que j'imagine, après cette séance, que dans les week-ends, les gens qui ont vu mon spectacle pendant les fêtes devaient rentrer dans la fête de Noël et ils devaient se dire, est-ce que tu as vu le Hugo? Alors certains disaient, oui, non, moi j'ai pas vu. Ah bon, d'accord. Et tout d'un coup, est-ce que tu as une communication à me faire? La maîtresse de maison disait, mais qu'est-ce qui leur arrive? Oui. Parle, et tu voyais les amis en face. Ton, continue, vu, continue. Tu sais ce qui m'a rendu dingue? C'est que dans Garde à vue, Nino Ventura est absolument génial. Et on dirait que quand il dit, as-tu une communication à me faire? Parle. Alors, as-tu une communication? Oui. Et je me suis nourri comme un inspecteur. Parle. Tu imagines tout ce que tu peux jouer? Parle. Ton. Continue. Ça devient du théâtre sublime. Ton. Continue. Vu. Comme s'il allait se mettre à table et dire les noms des mecs qui ont tué les gens. Continue. Et tu peux faire des continus différents. Ton. Continue. Vu. Continue. BP. Alors le BP, je sais même pas ce que ça veut dire. C'était une marque d'essence dans mon enfance. BP. British Petroleum. Bah, le British Petroleum. Est-ce que tu as dit BP? Non. Alors là, ça devient génial. Mais tu sais pourquoi je fais ce métier et que je l'aime par-dessus tout? Quand je jouais à il y a 25 ans, là, quand j'ai été un des premiers acteurs avec Pierre Vanek, magnifique, Arditi, et qui était remarquable. Nous avons créé la pièce de Yasmina Reza, qui était une amie et qui reste une amie fidèle. Et je rentrais avec le fameux tableau blanc. Toute la bourgeoisie se foutait de la gueule du crétin au tableau blanc. Puisque là, bon. Et le premier mot de Pierre Vanek, c'était de dire accablé, comme par BP, tu vois, accablé. Il essaie de regarder le tableau, il avait fait ça, Vanek, pour essayer de voir s'il y a une signature. Il revient et il dit, première phrase, il y a le public là, première phrase. Cher, 200 000. 200 000, ça veut dire quand même 200 000. Huntington me le reprend à 22. Huntington, oui, la galerie Huntington. La galerie Huntington, oui. La galerie Huntington me le reprend à 22. Vanek retourne vers le tableau. Le mec dit que son meilleur ami a acheté un truc, 250 000 €, même 300 000 par rapport à vous, même 400 000. Comment s'appelle... Et là, pour moi, c'est ça le bonheur d'être acteur. Il revenait, il me disait, moi j'étais là, et Vanek me disait, comment s'appelle... Et moi je disais, peintre, Antrios. Connu, très. Voilà, je suis acteur pour des répliques comme ça. Connu, très. T'as vu, il y en a un qui est affirmé et il y en a un autre qui est, débarrassé. Pourquoi je suis acteur? C'est pour dire, comment s'appelle le peintre? Avec le peintre, c'est le génie de Cochet qui nous apprenait à pas jouer les mots, mais à jouer ce qu'il y a dedans. Comment s'appelle le peintre? Parce que tu peux le faire comme ça, agressif. L'autre dit, comment s'appelle le peintre? Tu commences à me faire un. Bon, Antrios. Connu? Très. Et là, ça peut être une réplique géniale. Du dire, pauvre mec, tu connais même pas Antrios. Tu comprends? À travers 2 mots aussi simples que connu, très. Pauvre con va. Mais pour revenir à ce que vous disiez à propos de Jouvet tout à l'heure, qui est votre maître, et on est dans le paradoxe des comédiens de Diderot, qui vous dit de surtout pas aller chercher en vous de quoi nourrir le personnage que vous allez incarner. À partir du moment où dans le film vous incarnez quelqu'un qui ressemble énormément à Fabrice Lucchini jouant Hugo, vous allez quand même chercher en vous. Faites le contraire de ce que préconisait Jouvet. Alors Buisson, Jouvet dit,
n'apportez rien de votre petite colère aux misanthropes. Mais dans Bernstein, apportez votre colère. Dans Molière, n'apportez pas votre colère. Parce que si vous dites « Laissez-moi, je vous prie », c'est une petite colère psychologique. La colère, selon Jouvet, du misanthrope, c'est une colère immense, universelle, qui n'est pas en toi, que tu dois travailler, qui est presque un souffle divin qui dépasse le présent et le passé. Par contre, dans le film... comment ça s'appelle Victor comme tout le monde. Oui, Victor comme tout le monde. Vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que c'est ma compagne Emmanuelle Garacino qui me dit en me promenant, est-ce que tu crois que si on appelle le film Hugo, j'ai dit, moi j'ai peur Hugo, ça va être trop. Parce que le talent du film, c'est que tout est imbibé d'Hugo, comme vous l'avez dit, et rien n'est didactiquement Hugo. Mais il y a Hugo tout le temps, mais on n'est pas à l'école, on est à une école merveilleuse, comme peuvent la pratiquer certains professeurs. Et là, eh bien, figurez-vous que j'ai dit Hugo, c'est trop puissant. Oui. Et tout d'un coup, Emmanuel dit, mais la phrase avec laquelle tu termines le spectacle, souvent, c'est Jules Renard avait une telle passion pour Victor Hugo qu'il a écrit cette phrase étonnante. Victor Hugo est tellement génial qu'on en oublie qu'il s'appelle Victor comme vous et moi. Voilà. Eh bien, figurez-vous que c'est devenu Victor comme tout le monde et que nous pouvons que rendre hommage à notre génie Jules Renard. Mallarmé est intraduisible, même en français. Et puis surtout, l'argent fait pas le bonheur, on ne s'en lasse pas, rendez-le. Alors, vous qui êtes imbibé de Hugo... Alors voilà pourquoi je te réponds. Je te réponds parce qu'il fallait que je trouve du creux. Parce que Zucchini, moi j'avais très peur, et heureusement, j'espère que je touche du bois. Je voyais encore le déchaînement, quelle saloperie de narcissique qui s'appelle Zucchini. C'est pas moi. Sophie Filière, qui a une plume sublime, voulait que ce personnage s'appelle Zucchini. Heureusement que j'ai appris que Zucchini veut dire petite courgette, parce qu'on croirait que c'est une infatuation de l'ego, donc ça va très loin à l'encontre du jansénisme. Mais quand j'ai vu qu'il me ressemblait, c'était un peu... Moi, je ne suis... C'est pas la même biographie, je n'ai pas du tout abandonné ma fille, je ne l'ai pas revue à 24 ans. Par contre, j'ai essayé de trouver, aidé en cela par Emmanuel, par Pascal Bonitzer, comment on pouvait montrer. Et j'ai trouvé une merveilleuse chose, c'est qu'il est en creux, il est en neurasthénie quasiment, peut-être pas en neurasthénie, mais il est en flottement, et il est nourri, grandi, quand il est avec Hugo. Donc, comme cette question est passionnante parce que... c'est votre état normal quand même, être en flottement. C'est pas loin d'être mon état normal. Pas loin de mettre... Oui, mais quand vous sortez de Hugo et que vous allumez la télé, la guerre en Iran, les élections municipales, il n'y a pas un décalage presque schizophrène? Alors d'abord, quand je sors d'Hugo, et on le ressent dans le film aussi, quand je sors du spectacle, j'ai vécu une expérience qui s'appelle un miracle. Et le film en est très imprégné. C'est le miracle de fédérer par la sublime phrase de Sioran. Le film le montre. Il arrive à faire transparaître ça. Eh bien, on sent la phrase de Sioran. Nous n'habitons pas un pays, nous habitons une langue. Et vous imaginez que... Je le sentais depuis une dizaine d'années, 15 ans. Les gens me disaient, mais pourquoi les théâtres? Il ne faut pas être dans la vanité. Il ne faut pas être vaniteux. C'est vraiment, ils ont raison, les chrétiens. Il ne faut pas être dans le moi pour souffler. C'est moi qui le dis, tu vois. Vous allez dire, t'as du progrès à faire, je le sais. Mais il faut vous dire que quand tu vois 700 personnes, 600, 1000, 2000, je vais dans des théâtres, des fois c'est 1500. Et je me dis, comment ça se fait qu'ils sont suspendus à ce génie? C'est par la grâce d'Hugo. Par cette expérience identifiée immédiatement. Cet homme perd sa fille. Et à partir de là, il va rentrer dans des expériences hallucinantes, et dont le spiritisme. Mais quand je sors du théâtre, d'abord, c'est des mots usés, c'est des mots trop... Mais la phrase de Claudel, le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est, il y a la scène, il y a la salle. Tout étant enclos, les gens viennent là le soir, et ils sont assis par rangées, les uns derrière les autres, regardant. Mais qu'est-ce qu'ils regardent, puisque tout est fermé? Ils regardent le rideau de la scène, et ce qu'il y a derrière quand il est levé. Et il arrive quelque chose sur la scène, comme si c'était vrai. Cette phrase, comme cette Jouvet, il arrive sur la scène
quelque chose comme si c'était vrai. Et cette chose-là, elle va, et il va plus loin, Claudel, il dit, moi je les regarde, je vois des centaines de visages blancs. Je sais que dans la salle, il y a un comptable à qui demain on lui demandera de vérifier ses comptes. Une femme adultère, dont l'enfant vient de tomber malade. Un homme qui n'a rien foutu de la journée, un autre qui a beaucoup travaillé. Mais pourtant, ils sont là, les mains sur les genoux, et ils pleurent et ils rient, et ils n'ont pas envie de s'en aller. Et moi, quasiment tous les soirs, et le film en est l'expression, je vis un miracle de fédération. Nous appartenons exceptionnellement, ce mot valise, ce mot des politiques abjects, c'est le vivre ensemble. Nous sommes là pour le vivre ensemble. Vivre ensemble, les gens se haïssent. Les gens se haïssent. Il y a un état de tension, de radicalité. Des gens se haïssent, il y a de la haine. Hein. Et bien, à cette seconde-là dans le spectacle, je me dis, ils appartiennent à la même communauté. Les êtres humains, face à l'immense, à l'éternel, au sublime, au pas abstrait, au pas les jeux de miroir très précis de quelques grands poètes. Pourquoi Hugo, avec certainement des excès, mais pourquoi Hugo a une supériorité à tout? C'est que tout est concret, tout est identifiable. Dernière confidence, j'ai essayé d'attaquer les démons de Dostoïevski. Waouh. Sioran dit que c'est le plus grand livre qui a jamais été écrit. Et ça s'est bien passé, les 80 premières pages. Varna, Petrovna. J'ai commencé à saisir, et l'autre qui est flippé à côté. Je me dis, c'est bon, il n'y en a que deux, je vais pouvoir suivre. Tu vois. Puis là, commence à y en avoir plusieurs. Donc, comme ils changent de nom, toujours en étant les mêmes, tu t'es déjà habitué à Variana Petrovna. Qu'est-ce que j'ai fait dans mes nuits qui sont mauvaises en ce moment? J'ai tout laissé tomber pour un moment, et j'ai repris 93 d'Hugo. Et là, Hugo, avec tous les excès, hein, ce n'était pas un jardin, c'était une broussaille. Voilà. Et Hugo, avec ce côté dément, mais Hugo, immédiatement, quand il va pas bien, ça va. Mais avec 10 fois plus de personnages quand même. Oui, mais alors on les identifie, puisqu'il y a les royalistes et il y a les révolutionnaires. Il a un génie d'oser des choses que personne n'oserait. Et vous passez de la vitalité d'Hugo, que vous avez magnifiquement décrit, à la mélancolie, voire à la neurasthénie de Sioran, du jour au lendemain. Oui, c'est drôle ça. Oui, dans le même théâtre, puisque à partir du mois d'avril, je vais jouer Sioran une fois par semaine. Eh bien, la phrase, il aurait écrit que ça, qu'on l'aimerait. Nous n'habitons pas un pays, nous habitons une langue. C'est l'histoire d'un neurasthénique dépressif et qui dit à un moment, et je tiens à dire que mon spectacle, il y a un personnage très important à la fin qui s'appelle Jean-Christophe Buisson. Et ça, c'est vrai, puisque c'est grâce à lui qu'il m'a trouvé la fin de mon spectacle. Je lui dois beaucoup de choses, et je le dis sans... Eh bien, figurez-vous qu'il est un homme... C'est difficile de définir. Il pratique l'aphorisme. Est-ce que c'est pas Pascal, parce qu'il est encore plus désespéré que Pascal, parce que Pascal n'est pas désespéré. Il est plus drôle que Pascal. Et il est évidemment il est plus drôle, moins immense peut-être, mais il a passé sa vie à travailler les variations de l'impossibilité de vivre. C'est bizarre. Alors, faire un spectacle sur un mec qui dit, en entrant, en permettant l'homme, la nature a fait une erreur de calcul, tu vois, on se dit merde, et moi j'entre sur scène pour leur dire... bonsoir, je suis très heureux que ça soit plein, mais je suis toujours un peu étonné parce que vous allez écouter le créateur de L'inconvénient d'être né, de Syllogisme de l'amertume et sur les cimes du désespoir. Reconnaissez que c'est un peu troublant. Celui qui n'a vécu que par la possibilité de se suicider. Et d'ailleurs, son ami lui téléphone un jour en disant « J'en peux plus, je vais y aller, je vais me suicider ». Il a répondu « As-tu ri dans les 15 derniers jours ?» Le gars a dit « Oui, j'ai ri il y a 8 jours ». Eh bien alors attends, quand tu riras plus du tout pendant un mois, là tu peux y aller. Allez, ça risque pas d'arriver avec vous. Je vous invite à tous à aller voir évidemment au Théâtre des Mathurins Sioran. L'atelier c'est plein pour Victor Hugo, mais ça Mathurin, reprend c'est fini. À l'automne. Non, Mathurin c'est fini. Mathurin, je suis à l'atelier. Victor comme tout le monde au cinéma. Mais surtout, allez voir Victor comme tout le monde qui sort aujourd'hui de Pascal Bonitzer. Merci infiniment Fabrice Lucchini, merci Vincent Trémollet, merci Eugénie Bastier. La semaine prochaine, on parlera encore de cinéma avec Xavier Giannoli, réalisateur des Rayons et des Ombres, un film qui sort mercredi prochain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.